sera pris en compte. Année après année, nous voyons notre pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat y a, diminuer fortement. Même si en chiffres, les retraites augmentent un tout petit peu, dans les faits, c'est un manque de pouvoir d'achat flagrant que nous subissons de plein fouet. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des travailleurs pauvres, nous sommes des travailleurs pauvres. Oui, le SMIC, qui était un salaire minimum, n'est plus un salaire minimum, mais un salaire de base. Moi, je refuse. On est 12 millions, soit à travailler en contrat à temps partiel subi. Subi, oui. Subi, oui, c'est mon cas. On est plusieurs aussi, notamment embauchés par l'État. Hein. C'est-à-dire qu'on nous demande d'essayer Bac plus 3 pour faire des mi-temps au SMIC. Je gagne 800 €, la moitié passe rien que dans mon loyer. Il va y avoir de plus en plus de gens dans la rue, et quand on est dans la rue, on ne peut plus travailler. Et ça, c'est important. Le logement, c'est la base vraiment de commencer une vie sociale et professionnelle. Livret A, on récupère le pourquoi il est fait et on fait du logement social, du logement à accession à la propriété pour tout le monde, quoi, y compris pour les gens comme moi qui n'ont pas d'argent. Ça fait 15 ans que je paye des impôts et ça fait 15 ans que je me demande pourquoi je gagne ma vie. J'arrive à me mettre de côté 80 € tous les mois et à la fin de l'année, quand je vois arriver la feuille des impôts, j'en ai pour 800 €, quoi. 800 € d'impôts, voilà, quoi. Tout ce que j'ai mis de côté tous les ans, voilà, ça part aux impôts. Alors que demander à un gouvernement, et si possible de gauche, effectivement, que le travail soit reconnu à sa juste valeur, que la pénibilité du travail sera reconnue à sa juste valeur. Pour gagner plus, il faut travailler plus. Bon, il faut écouter tout ça. Hein. Ça me paraît aberrant. Parce qu'on n'a qu'à dire maintenant, on n'a qu'à travailler 60 heures par semaine, on gagnera beaucoup d'argent. Chère madame, quand il dit travailler plus pour gagner plus, il ne s'adresse pas à un ouvrier, voyons. Il s'adresse à l'employeur. Mais non. Mais non. Il est vrai que ce n'est pas l'euro qui a fait augmenter la vie, mais c'est le monde marchand qui l'a fait augmenter. Le monde marchand et la grande distribution en particulier, quoi. Il faut voir la fracture qu'il y a entre les prix, ce que l'on donne aux producteurs et ce que l'on vous vend à vous quand vous allez faire votre marché. Et il existe des moyens, et ça c'est peut-être un petit peu angélique, il existe des moyens, c'est de mettre en adéquation les producteurs avec les consommateurs. Pourquoi on n'arrive pas, la puissance publique n'arrive pas à réguler les prix, enfin, à intervenir sur les monstres financiers que sont les groupes de distribution? Comment et pourquoi? Alors voilà, ma question ce serait ça. Parce que si on augmente les salaires, mais si on double le prix de la tomate, ou si on double le prix de la salade, comme c'est arrivé cet été, bon ben forcément ça n'aura aucun impact. C'est peut-être un peu utopique ce que je dis là, mais c'est aussi un recul par rapport à ma formation économique de base. Je me demande s'il ne faudrait pas revenir sur cette politique anti-inflationniste en l'aménageant. Je crois qu'avec une bonne alliance entre nous tous, on arrivera peut-être à freiner certaines délocalisations qui sont incroyables. À partir du moment où on aura créé des entreprises qui fonctionnent dites normalement, mais qui n'essaient pas d'avoir l'argent de la région, qui n'essaient pas d'avoir l'argent des stagiaires, mais qui est de l'argent basé sur un budget, recettes, dépenses, exportations et ventes, je crois qu'à partir de ce moment-là, l'argent étant plus important, étant plus à foison, la corne d'abondance pourrait être partagée de façon beaucoup plus juste. Quand on voit la surenchère des uns et des autres par rapport à l'empilement des collectivités territoriales, régions et ainsi de suite, quand on voit les dépenses inutiles qui se font à ce niveau-là, mais également au niveau de l'État, on peut se poser la question, non pas de la capacité de la ressource individuelle, mais de la demande fiscale, de la sollicitation fiscale qui est celle de l'État. Et quand on sait que c'est 1/6 de notre dépense, schématiquement, hein, pour aller plus rapidement, eh bien, on peut se dire que faire un effort sur la dépense publique, c'est appréhender, déjà avoir une réponse à la vie chère. J'espère que ces mots-là vont se transformer en questions, qui vont se transformer en réponses, qui vont enfin se transformer en solutions.
ce soir va pouvoir donner à Ségolène Royal des idées, des solutions et nous apprendre, et lui apprendre des choses. J'aurais jamais pensé qu'un 9 janvier, on serait aussi nombreux. Je trouve ça magique, parce que je trouve que ça montre que des prises de conscience se sont faites et que les barrières architecturales reculent, mais aussi les barrières mentales. Moi, je suis venue pour entendre un peu ce qu'ils ont à dire aussi, hein, par intérêt. Je suis quand même enseignante et que j'ai des élèves handicapés. Que la personne handicapée ne soit pas marginalisée, qu'elle soit considérée comme ayant ses droits, ses possibilités d'évolution, qu'on en finisse avec les grands ensembles qu'on met à la campagne. Au contraire, il faudrait que tous les lieux de vie soient à taille humaine et dans le tissu urbain. Lorsqu'un enfant aura l'habitude de côtoyer tout petit, des enfants qui vont moins vite, qui vont moins bien que lui, se fera beaucoup plus perméable à cette forme de vulnérabilité lorsqu'il deviendra adulte. Mais cela suppose que les enseignants soient formés à le faire, et que, comme en Suède, la question du handicap soit prise en compte dans la législation de droit commun. Nous, on a été obligés de quitter la région parisienne parce que notre fils ne trouvait pas une structure adaptée. Et on a dit à l'époque que la région parisienne n'était pas faite pour les gens qui avaient des difficultés mentales. Donc, on a trouvé ça relativement terrible. Et je pense qu'un engagement sur 5 ans pour régler ce problème, avec malgré tout le fait que c'est un engagement de la société tout entière, il y a quand même quelque chose à regarder sur le regard, mais avec des engagements concrets, ça me paraîtrait quelque chose de très utile apporté par Ségolène dans les mois qui viennent. Chaque département devrait se doter d'un collège-lycée pour handicapés, de très grande qualité. Attendez, je n'ai pas fini, mais dans lequel on intégrerait des élèves valides. La proposition que moi j'aurais à faire, c'est l'apprentissage de l'ALSF dès l'ECP. Chaque personne ayant professionnellement une éducation à faire auprès de personnes en situation de handicap devrait obligatoirement suivre la formation nécessaire à ce handicap. Le gouvernement actuel nous oblige de payer nos auxiliaires de vie 7,20 € net de l'heure. Alors qu'il faut savoir qu'en région parisienne, tout particulièrement, une femme de ménage est payée entre 10 et 12 € net de l'heure. Je crois que l'État devrait, dans l'avenir, penser à des mesures de défiscalisation. Il est évident que faire un site accessible est plus cher que de faire un site normal, Internet, que d'avoir éventuellement un interprète de langue des signes. C'est toujours un plus. Mais c'est aussi un plus financier qui n'est pas du tout la même chose que si on l'oublie, mais c'est aussi un exemple d'avoir un interprète de langue des signes, car cela encourage ceux qui n'y avaient pas pensé. Je pense que notre présence est importante. Je pense que c'est important que notre image soit vue, qu'on nous entende, parce que je pense que c'est à force de répéter les choses malgré tout qu'on nous écoutera, et que la solidarité se fera, parce que l'union fait la force malgré tout. Je pense que lorsqu'une femme est en situation de handicap, elle a droit à un accompagnement et elle a droit à avoir des enfants si elle le désire. Il leur faut à chaque fois pour la moindre démarche un certificat médical pour bien prouver qu'ils sont bien aveugles ou bien handicapés. Donc peut-être des choses plus faciles, un peu moins, parfois un peu moins humiliantes aussi. On ne nous laisse pas exister tels que nous sommes, avec nos capacités, avec nos faiblesses, mais tels que nous sommes et d'une façon respectueuse, égalitaire et paritaire. Voilà, des problèmes de logement, on est dans 40 ou 50 mètres carrés, je dors dans la cuisine pendant les nuits, sur un matelas, c'est aberrant de voir ça. Aujourd'hui, une personne handicapée, s'il trouve un conjoint qui travaille, eh ben, on lui réduit ses pensions ou ses aides. Et ça, je trouve ça complètement scandaleux. Alors j'ai 2 propositions à vous faire. La première, c'est d'être patient ce soir, d'être à l'écoute, hein, mes amis les sourds, à l'écoute les uns des autres, il est con, c'est que 2009, en France, soit l'année Braille. Deuxième proposition, je voudrais que Ségolène prenne l'engagement de réhabiliter la mémoire des personnes handicapées qui ont été massacrées avec la complicité des régimes nazis durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Troisième proposition, il faut, et je ne prêche pas que pour moi, même si je prêche un peu pour moi, on est bien là un peu chacun pour sa gueule, hein, je vous le dis quand même. On peut être handicapé et égoïste.
Eh oui, il n'y a pas toute l'égalité. Il faut absolument que les bancs de l'Assemblée nationale, les bancs du Sénat, les bancs du Conseil de Paris, les bancs de toutes les collectivités se parsèment de fauteuils roulants, de sonotones, de cannes blanches, de chiens guides. Il faut qu'il y ait des élus handicapés dans toutes les assemblées. Cet échange participatif, je ne m'attendais pas du tout à des choses comme ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus formel, beaucoup plus traditionnel. Pour moi, les choses sont en route, ça y est, elles ont démarré. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fuse de tous les côtés. Et puis, il y a des choses très diverses. Ça part des longs discours qu'on entend souvent, la formation, l'éducation, certes, mais aussi on parle concret. J'ai travaillé pendant 4 ans sur la dalle d'Argenteuil. Là, où sont parties les fameuses violences urbaines. Pendant 4 ans, j'étais policier à Argenteuil. On a eu des pépins, on a eu des coups durs, mais comme ça, jamais. Jamais. Alors moi, ce que je demande, qu'elle rétablisse la police de proximité avec des conditions. Que les responsables du service d'Argenteuil, d'où vous voulez, soient en permanence sur le terrain, c'est-à-dire aient des contacts avec les associations, avec les commerçants. Par contre, il ne faut pas non plus que nos fonctionnaires de police, qui sont en police de proximité, se sentent comme des intouchables du système. La violence carcérale, qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Je connais un petit peu la prison de Poitiers parce que j'ai travaillé dessus. J'ai été complètement outré parce que j'ai fait 3 réunions. À la première réunion, il y en a un qui s'est pendu pendant que j'étais en réunion. À la deuxième réunion, il y en a un qui s'était coupé les veines. Et à la troisième réunion, ils se sont tous mis à crier et tout, qu'on pouvait même pas sortir de la prison. Et là, j'ai été vraiment étonné. J'ai dit, c'est pas possible de vivre ça. Et le directeur m'a dit, c'est tous les jours comme ça. Lorsqu'une femme qui est battue au sein du couple, elle commence à prendre conscience et à porter plainte et à s'en aller pour sa propre protection et la protection de ses enfants, la garantie de sa sécurité aujourd'hui n'est absolument pas mise en œuvre et la loi ne prévoit pas suffisamment cette sécurité. Or, c'est à ce moment-là que les problèmes de sécurité sont encore plus importants, puisqu'elle se révolte, elle s'en va, et donc le mari qui la battait, qui était dominant, se sent bafoué, et à ce moment-là, a envie, va encore plus loin dans l'acte de violence. L'une des solutions à cette violence, pour la limiter en tout cas, serait de l'attaquer à la racine. Et cette racine, on la trouve dans l'éducation. Et plus on commence tôt à éduquer, plus on met les moyens dans l'éducation, plus on arrivera, je pense, à se sortir de cette gangrène. Pour une bonne part, la violence chez les enfants, les adolescents et autres, elle provient souvent de ce qu'ils n'ont même pas les mots nécessaires pour exprimer ce qu'ils ont dans la tête. Vous observez ce qui se passe pour les enfants, que ce soit sur les marchés, sur les plages, en vacances, n'importe où. Ça taloche, régulièrement. Ça, c'est la première violence. En Suède, on donne une claque, c'est un crime. C'est un crime. C'est-à-dire que aucun geste ne doit être fait contre les enfants. Les enfants, tout petits qu'ils soient, les adolescents peut-être encore plus fortement, ont besoin de considération. Et on ne la leur apporte pas. Les mairies sont tenues effectivement à avoir un certain nombre de logements sociaux. Quand elles se décident à en faire, c'est trop souvent des rassemblements de logements sociaux dans un même lieu. Et ça, je pense que c'est une violence. Et je pense qu'on pourrait parfaitement disséminer à l'intérieur d'une commune les logements sociaux. Les phénomènes de violence, comme ici d'ailleurs dans le quartier, j'ai l'impression qu'on les utilise un peu pour masquer certaines choses. Quand on est de plus en plus frustré, de plus en plus dans la misère, comme c'est le cas dans notre société, nous dire attention, la violence, c'est pas normal, c'est un péché, attendez, c'est un peu tartuffe. Il y a une violence qui est quand même générée par la situation sociale.
Donc c'est pas seulement la violence qu'il faut mettre en ligne de mire, c'est la situation sociale.